passe la parole à la salle. Je pense qu'après, vous allez avoir d'autres... Alors, soit vous choisissez d'intervenir plutôt sur l'aspect financier, besoin des populations, ou sur l'aspect technique de l'habitat, parce qu'il y a évidemment deux volets très différents. On reviendra peut-être avec vous, François Perrault, sur les matériaux utilisés aussi. Là, on a encore des choses à vous dire. Nous allons faire circuler la parole déjà pour vos réactions par rapport à tout ce que vous avez entendu. Monsieur, au fond, madame, alors on vous passe le micro tout de suite, monsieur, au fond. Merci de vous présenter. Oui, je suis James Koudao. Approchez bien le micro, surtout de la bouche. Oui, James Koudao, IMF. Approchez le micro, monsieur, s'il vous plaît. Oui, c'est... Non, ça marche, il faut le coller au menton, en fait. C'est ça le secret. Hein, voilà. Donc, James Koudao, IMF, Togo et Bénin. Ma question est la suivante. Quand est-ce qu'intervient la garantie foncière dans le processus? Est-ce que les prêts sont des prêts solidaires ou des prêts individuels? Comment est-ce que vous arrivez à choisir les lieux où les constructions sont faites? Quels sont les taux pratiqués et quelle est la plus longue durée que vous avez observée jusqu'à maintenant? De près. Merci. Merci pour ces questions très précises. Peut-être avant qu'on y réponde, est-ce qu'il y a des réactions déjà là, à ce qu'on entend? Est-ce que vous voulez lancer des réactions de débat? Monsieur, oui. On va répondre à vos questions, hein, je vous rassure, monsieur. Alphonse Louemba, je suis porteur d'un projet. Tout d'abord, je voudrais saluer Emmanuel Bastide, que j'écoute beaucoup sur RFI. Parce que j'écoute beaucoup la radio. J'ai dit que je suis porteur de projet et justement, cette conférence est une opportunité pour moi. Peut-être qu'après, j'aurai l'occasion de rencontrer les intervenants pour préciser un certain nombre d'actions, un certain nombre d'idées. Je suis originaire de la région de Pointe-Noire, au Congo. Et vous comprenez mon émotion parce que là-bas, il y a encore des personnes qui n'ont pas de maison. C'est pourquoi je porte ce projet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, monsieur, il y a une dame aussi à côté de vous, donc on laissera le micro dans la zone. On est dans les réactions, là encore. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc moi, la première réaction que j'ai, c'est peut-être... Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Excusez-moi. Ibrahim Assila, je suis étudiant en conception de projet pour le développement à Poitiers. Donc la première réaction que j'ai, c'est peut-être ma surprise de ne pas avoir peut-être entendu de sujets concernant liés à l'habitat alternatif peut-être dans ces zones-là. Quel type de matériaux notamment? La question peut-être très technique, on va dire. Je la poserai peut-être à M. Perrault. Au niveau des matériaux utilisés, quelles alternatives vous avez proposées peut-être aux populations pour peut-être essayer d'utiliser des matériaux à bas coût et ne pas simplement leur proposer les solutions de meilleure qualité et qui pourtant restent, je trouve, inabordables pour cette frange de population dont on parle. Merci. Une autre intervention à côté et ensuite le micro arrive devant. Merci. Olivier Hassler, spécialiste en question de financement du logement. Je voudrais d'abord vous féliciter pour ces interventions qui mettent vraiment l'accent sur des vrais problèmes. C'est vraiment très, très bien pensé. Je voudrais simplement rajouter à la problématique la différence qu'il y a entre zone rurale et zone urbaine. Pour la microfinance, ce n'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus facile, disons, de faire la microfinance pour l'habitat en zone rurale. Par contre, en zone urbaine, ça pose d'autres problèmes de sécurité, de qualité de l'urbanisation, et c'est peut-être aussi un thème et de coût qu'il faudrait peut-être aussi évoquer. Oui, ils prennent des notes, on va répondre à tout ça. Le micro, voilà, on amène le micro là devant. Merci, bonjour, Antoine Aurélou pour l'association La Voûte Nubienne. On met un des principaux programmes d'accès à l'habitat abordable en Afrique de l'Ouest. Moi, je rebondis sur notamment la remarque de Desjardins, du cabinet Desjardins, sur
et la remarque de monsieur sur des matériaux abordables et des constructions plus adaptées. Nous, on constate ça pour justement permettre le changement d'échelle, c'est-à-dire que vous aviez fait un rapport en 2008, notamment sur le Burkina Faso et sur l'accès aux bâtiments. Il y a la question de permettre d'avoir des systèmes de financement comme le crédit pour accéder à des bâtiments classiques. Il y a aussi la question effectivement de réduire le coût des bâtiments. Bon, voilà, la voûte nubienne est une technique modulaire qui permet de construire des bâtiments Vous pouvez nous redire en 2 mots en confortables. quoi ça consiste, la Oui, voûte c'est l'idée de nubienne? Tout le remplacer monde ne l'usage connaît du- pas ce mode de Voilà, construction en Afrique. c'est l'idée de remplacer l'usage du bois et de la tôle et du parpaing par des matériaux locaux, y compris pour la toiture, pour faire des bâtiments qui sont plus confortables, plus solides. Et l'idée du programme de la voûte nubienne, c'est de former des micro-entrepreneurs locaux pour qu'ils puissent être capables de construire cette solution technique. Donc ça, c'est avec quoi? C'est avec de la terre? Avec de la brique de terre crue séchée au Donc soleil. vous contournez complètement le commerce du ciment. On permet aux gens de continuer à utiliser la terre qu'ils utilisent depuis des millénaires et ils le font Oui, pour oui. la toiture parce qu'ils n'ont plus le bois qu'ils utilisaient précédemment, C'est effectivement. ça. Alors ça va moins vite que se construire avec du ciment. Du parpaing. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils n'ont pas forcément les moyens de construire avec du ciment. Donc, je dirais que ça leur permet surtout d'avoir accès à des maisons ou des écoles ou auxquelles D'accord. ils n'ont pas forcément accès. Ce qui est intéressant, en fait. Est-ce que vous êtes en opposition là-dessus sur les matériaux, par exemple, avec les ciments Lafarge ou pas Non, du tout? Moi, je pense pas. Non, Au mais puisque le contraire, débat je a pense été que- lancé sur les matériaux alternatifs par monsieur au fond. Non, mais je pense qu'il faut être plus intelligent que ça. En fait, je pense qu'il y a vraiment des perspectives d'accéder au bas de la pyramide en fait plus rapidement. C'est-à-dire que les personnes qui aujourd'hui ont accès à la voûte nubienne le font sans crédit aucun. Il y a un marché qui croît de 30% par an, moyennant quoi nous on a mis en place un pilote de crédit qui est bien plus humble que ce que vous avez pu mettre en place, mais qui montre des résultats très encourageants. Et ces personnes-là peuvent aussi avoir accès à des solutions peut-être différentes et d'enduits extérieurs sur lesquels on doit travailler et qui peuvent intégrer la question du ciment par exemple, ou d'autres. On a aussi des solutions d'enduits qui utilisent des matériaux locaux, mais je pense qu'il y a des synergies, même si effectivement au regard du bâtiment lui-même, c'est l'utilisation de matériaux locaux d'une filière locale qui est économiquement, écologiquement, socialement valorisante pour les pays. Nous, on a des crédits, juste pour répondre aussi à la question de monsieur, pareil, pour un exemple, c'est 2% par an, on travaille avec les CVK. Les CVK, les caisses villageoises d'épargne et de D'accord. crédit au Burkina. C'est des pilotes, mais on est sur 2% par mois, sur des montants de 150 à 300 euros, pour parler en euros, sur 2 ans. Et aujourd'hui, il y a 100% de remboursement effectif taux et de une croissance de recouvrement. 200% de la demande. Est-ce que ça c'est un vrai sujet de débat ou pas, les matériaux, dans la question qui nous occupe aujourd'hui de la microfinance adaptée au financement de l'habitat? Ghislain Auger? Les gens ont tendance à construire ou à financer ce qu'ils connaissent. Donc, c'est vrai pour des technologies ou des techniques millénaires qui sont peu connues. Donc, les financiers ont tendance à aller vers ce qu'ils connaissent, la brique et le ciment. Donc, si quelqu'un arrive avec une technique qui est millénaire, mais qui est efficace, on aura tendance à aller dans ce qui est confortable. C'est vrai pour des techniques millénaires, mais c'est vrai aussi pour des techniques très récentes. Donc, quand on parle de briques de terre compressée ou des produits à base de ciment de haute technologie, on a tendance à pas les considérer en tant que financier. Donc, il y a vraiment une éducation à faire au niveau de l'institution financière, sans être des spécialistes de la construction, mais connaître le marché de la construction. Nelly Defaux, vous avez la parole. On a organisé plusieurs symposia sur, je dirais, les nouvelles technologies. Et je peux vous assurer que rien que l'année dernière, j'ai reçu 15 compagnies différentes, européennes, américaines, asiatiques, qui sont venues sur le continent en disant on a de nouvelles technologies que nous voudrions produire. Donc moi, j'ai 2 problèmes avec ça. Numéro 1, la première question qu'on leur pose, c'est qu'on est intéressé à aller nous mettre en place une maison quelque part, donc ce qu'on appelle les show houses, où la population locale va rentrer. Parce qu'au Kenya, par exemple, on a eu l'exemple d'une société italienne qui est venue. Elle allait mettre sa maison sur un site qui est connu de Nairobi, et les populations sont venues rentrer dans la maison. 95% de ces gens qui sont rentrés sont sortis de là, ils nous ont dit « Ok, écoute, ça a l'air bien là, mais nous, en fait, on préfère le ciment. » Donc, il y a aussi beaucoup un problème d'acceptance locale. Et je trouve toujours, en fait, que les étrangers qui arrivent chez nous
ont tendance à oublier ça. Ce n'est pas question de mettre les maisons et que c'est facile chez vous. Vous venez chez nous, vous nous installez. Qu'est-ce que les gens qui vont acheter des maisons ou qui vont construire des maisons sont confortables avec ça? Donc moi, c'est le premier problème. Le second que j'ai aussi, c'est la capacité de ces gens, quand ils arrivent avec les nouvelles technologies, à le produire par eux-mêmes. On ne peut pas venir en Afrique dire on va mettre des panneaux, on va mettre une nouvelle technologie, et puis venir demander à une banque locale de vous financer. Moi, je ne crois pas à ça. Vous venez avec une nouvelle technologie, vous venez avec vos fonds. Ok? Vous venez avec les fonds, et puis vous trouvez des partenaires locaux. Dans ce cas-là, nous, effectivement, on va financer. Mais moi, des gens qui arrivent et qui nous disent, bon voilà, on a un nouveau truc, on va enseigner des nouvelles choses aux Africains, moi, je ne crois pas que ça fonctionne. Vous venez avec une nouvelle technologie, vous nous montrez comment ça fonctionne, et vous emmenez le financement. Oui, effectivement. C'est pas langue de bois, au moins. François Perrault, peut-être une réaction là sur les matériaux. Complètement en phase avec ce que vient de dire Nelly. Des technologies qui sont présentées comme permettant de réduire, je ne parle pas de celle de la voûte nubienne qui est extrêmement intéressante, mais des technologies qui sont prétendument réductrices de coût de la construction par 10, 20, 50%, on en voit passer tous les jours. Des bouteilles qu'on remplit avec du sable et qu'on empile pour faire des maisons, on en voit passer tous les jours. Le problème, c'est que ça, les populations n'en veulent pas, parce que c'est stigmatisant, et elles veulent quelque chose qui soit de qualité, surtout lorsqu'elles s'endettent et qu'elles, de façon responsable, avec quelque chose de qualité. Bon, vous n'allez pas dire le contraire, forcément. Donc, du coup, l'enjeu, c'est d'arriver à faire quelque chose qui permette de réduire le coût de la construction, tout en restant dans l'ordre de l'acceptable pour la population locale, sachant que l'acceptable est extrêmement local. C'est-à-dire, si au Mali, on arrive à construire en briques de terre crues, ça va. Si vous allez au Nigeria, dans la banlieue de Lagos, et que vous dites à quelqu'un, on va construire la maison avec des mélanges de terre et de paille, il vaut mieux que vous couriez vite, parce que ce n'est pas ce qu'ils vont accepter localement. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver ce qui va être possible localement, compte tenu des aspirations des gens. Une chose, par exemple, qu'on a vue et qui marche bien, c'est une brique de terre crue, avec du ciment qui, lorsqu'elle est compressée, ressemble trait pour trait à une brique cuite. Du coup, en fait, la personne, lorsqu'elle construit, a les bénéfices de construire quelque chose moins cher, mais la maison ressemble à la maison du voisin plus riche. Donc du coup, elle accepte cette maison-là. C'est vraiment important d'arriver à trouver un équilibre entre innovation, coût de la construction et également acceptabilité pour la population. Et en termes de développement durable, émissions des gaz à effet de serre, etc., on est en plein dedans en ce moment. On a une croissance urbaine en Afrique démesurée. Comment vous intégrez ce problème-là également ? Il n'y a pas que l'aspiration des populations, il y a aussi l'intérêt de la collectivité à plus ou moins moyen ou long terme. Il y a deux aspects. Il y a tout ce qui est émissions liées à la construction, aux matériaux que vous allez utiliser, et ensuite à l'utilisation de la maison. Parce que si vous ne prévoyez pas l'utilisation de la maison quand vous construisez, vous allez rajouter des ventilateurs, de l'air conditionné, alors que vous pourriez très bien éviter ça. C'est très simple d'arriver à éviter ça lorsqu'on oriente bien la maison par rapport au soleil, lorsqu'on met la ventilation naturelle, etc. Ça, c'est un aspect. Il y a l'autre aspect sur le matériau. Donc, en fait, l'aspect, le CO2 qui est embedded, comme on dit, qui est dans le matériau. Et là, il y a des innovations qui existent. On a cette brique dont je vous parlais qui s'appelle Durabrique. Par mètre cube de matériaux, vous divisez les émissions de CO2 par 6. Par rapport à la brique qui est cuite... Production, donc. À la production. Par rapport à des briques cuites produites généralement dans des fours artisanaux alimentés avec du bois. Et cette idée, elle nous est venue d'où ? Elle nous est venue du Malawi, où le gouvernement s'est tourné vers Lafarge en disant, au Malawi, il n'y a plus d'arbres pour faire cuire les aliments. Pourquoi ? Parce que les arbres avaient été utilisés pour faire cuire les briques qui, en général, sont dans une production 50% à jeter à la poubelle parce qu'elles n'ont pas été bien cuites. Et donc là, c'est là qu'on a développé une solution au Malawi et ensuite qu'on a répliquée ailleurs. Nelly Defaux, vous souhaitez intervenir à Nairobi. Alors, je me demandais juste si le monsieur qui avait posé les questions, on lui a répondu. On a répondu Il y a le monsieur qui a posé plusieurs questions, en fait. On lui a répondu ? Alors, on a eu plusieurs questions, notamment sur l'aspect financier. On va peut-être revenir aux questions de monsieur qui était au fond de la salle, que vous avez consciencieusement noté, sur les aspects microfinance. Qui veut répondre là-dessus ? Moi, je veux bien commencer. Ghislain, après, si tu veux apporter un... sur la question de la garantie foncière, donc comment est-ce qu'on appréhende la garantie foncière ? Donc, généralement, les crédits sont garantis par un titre foncier, qui est souvent un titre coutumier, ou qui est... concrètement, en fait, le titre va être retenu par l'institution de microfinance le temps du remboursement du prêt.
Donc ça pose un problème opérationnel parce que généralement les institutions ne sont pas habituées et c'est quand même un titre foncier, donc c'est précieux. Donc en termes opérationnels, c'est souvent un sujet. Comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on manipule ce titre, comment est-ce qu'on s'assure qu'il soit bien stocké, etc. Mais c'est un titre qui finalement est assez psychologique parce que si on l'utilisait vraiment, ça voudrait dire que si le ménage est en incapacité de rembourser, on l'expulse de sa maison. Donc évidemment, on essaye d'éviter ça et ça n'arrive jamais. Et donc c'est souvent pris. Il y a aussi d'autres garanties qu'on prend qui sont souvent plus efficaces, qui sont des garanties, des garanties, des cautionnements. Donc la garantie de l'entourage en fait, c'est-à-dire que vous avez une ou deux personnes qui se portent garantes, donc des personnes de bonne réputation, comme on dit, qui vont se porter garantes pour au cas où vous puissiez pas rembourser votre crédit, le rembourser à votre place. Il y avait une question, est-ce que c'est plutôt des prêts individuels ou des prêts collectifs ? Ça dépend un peu de quoi on parle. C'est difficile de répondre de manière générale parce qu'une fois de plus, par pays et par institution de microfinance, les choses sont différentes. Il y a des crédits collectifs quand il s'agit pour une coopérative, par exemple, d'acheter un terrain ensemble et puis ensuite de construire ensemble. Donc ça peut être collectif. Nous, ce qu'on voit, c'est que quand même, ça reste du crédit plutôt individuel quand on parle d'un crédit amélioration de l'habitat pour un ménage. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que souvent, ça implique de changer de méthodologie de crédit. Mais répondre de manière générale, c'est un peu compliqué. Ça dépend des pays et des institutions. Pour définir les lieux où les constructions sont faites, ça, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on définit. Alors à nouveau, ça dépend un peu de l'institution avec laquelle on travaille, parce que si on travaille avec l'APO, qui est une institution nationale, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de travailler. On tient au courant les autorités locales, c'est pas des programmes qu'on développe comme ça en l'air, mais c'est vrai que ce que disait Nelly est assez vrai, c'est que généralement, on constate un assentiment, mais pas vraiment d'accompagnement. C'est-à-dire que, par exemple, le programme dont je parlais à Kibera, et les autorités locales ont pris note que donc, ce programme... Kibera, c'est l'immense bidonville de Nairobi. Hein. Là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les autorités locales sont parfaitement au courant. Elles ont plus ou moins cédé le terrain, parce qu'en fait, on est vraiment, il faut voir qu'on est au cœur du bidonville, et qu'en fait, sur certaines parcelles, petit à petit, on construit des immeubles d'1 ou 2 étages, en fait. Donc, c'est des petits immeubles, hein, qui sont autoconstruits par des familles, en fait. Donc, les autorités locales, ce qu'elles font dans ce cas-là, c'est qu'elles disent on va apporter les services essentiels, ce qui est plus ou moins bien fait. Mais bon, en tout cas, elles valident l'emplacement, le lieu où ces maisons... on passe de tôle à des maisons en dur, pour le dire vite. Et donc, elles acceptent, elles investissent un petit peu, mais pour le reste, c'est vraiment de l'initiative privée, en fait. Donc les lieux, ça dépend des programmes, mais on essaye de rester pour le moment dans des lieux qu'on maîtrise plus ou moins, donc dans des centres urbains. Voilà. Il y avait une question sur justement toute la différence de la microfinance appliquée à l'habitat entre zone urbaine et zone rurale. Une réponse, un commentaire là-dessus ? Oui, Nelly Defaux. Oui, j'allais dire en fait qu'il y a très peu d'institutions de microfinance de ce que j'ai vu. Hein, donc, je dirais la cinquantaine qu'on a examiné à travers nos 25 pays d'opération qui sont vraiment en zone rurale. Donc, pour la simple raison d'accès et pour la simple raison d'infrastructure. C'est-à-dire, par exemple, Isadora parlait de Rafiki avec qui on travaille ici au Kenya. Très bonne institution, très bien organisée. Mais en fait, ils ont à peine 2-3 agences près des centres ruraux, et encore, c'est pas au fin fond de la brousse, comme si j'ai pu m'exprimer comme ça. Donc, je dirais, c'est beaucoup plus centralisé dans les centres urbains. Je dirais au moins à 80%, ces institutions-là sont domiciliées dans les centres urbains. Mais de plus en plus, quand même, on a vu pour les institutions qui grandissent très vite, elles essaient d'avoir des solutions aussi en zone rurale, et ça passe beaucoup par la téléphonie. Je pense qu'Isadora doit se rappeler des institutions justement comme ici au Kenya, on a Macao Machinani avec qui on a travaillé, et je dirais 80% de leurs opérations sont en centre ruraux maintenant. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont utilisé un système qu'on appelle M-Pesa ici, qui est en fait un système bancaire par téléphone,
où en fait ils payent leur prêt par M-Pesa, ils remboursent par M-Pesa, donc ça facilite évidemment énormément d'accès en zone rurale. Mais encore aujourd'hui, je dirais 80% des opérations sont encore en centre urbain. Le mobile banking peut être adapté pour de la microfinance appliquée à l'habitat, Isadora Bigourdan? En fait, le mobile banking, c'est une technique pour rembourser votre crédit à distance. En fait. Oui, Donc, mais, après, mais très plafonné en termes de somme quand même. Oui, mais... Parce qu'une maison, on ne parle pas d'1 euro, 2 euros, 30 euros. Non, mais en fait, les montants, là, on est quand même dans la construction étape par étape. Donc, les montants des crédits sont certes plus élevés qu'un crédit à la consommation classique, mais ça reste quand même des montants qui peuvent... oui, ça peut être une façon, mais c'est vrai, ce que disait Nelly, c'est que 80% des projets restent en centre urbain parce que c'est plus simple, parce que quelque part... mais là, on parle d'amélioration de l'habitat, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment... en tout cas, pour une institution de microfinance... c'est plus facile pour elle de commencer l'habitat. Il faut voir aussi en termes de risque. Elle va aller vers... Donc c'est bien une des limites de la microfinance pour le moment appliquée à l'habitat, la zone rurale. Oui. Disons que c'est en tout cas, tant que les portefeuilles sont jeunes et que les institutions commencent, et d'ailleurs, nous, on préfère qu'elles commencent par un terrain qu'elles connaissent, avec des clients qu'elles connaissent aussi, parce que c'est un changement de manière de fonctionner. Donc, il vaut mieux limiter au départ les innovations au départ. Mais... D'autres interventions dans la salle? Oui, messieurs, ici, et ensuite on ira là-bas. Oui, Jean-Pierre Barbier, je m'occupe FEFISOL. C'est un fonds européen pour le financement de la microfinance en Afrique. Je trouve que un sujet qui n'a pas été évoqué ou très peu, c'est la mise à disposition de terrain, parce que le foncier est un point qui est crucial dans ce genre de situation. D'autant plus que si on parle de zones urbaines, se pose évidemment très vite le problème des réseaux. C'est-à-dire qu'il faut non seulement construire des bâtiments, mais à ce moment-là, si on construit des bâtiments, ça entraîne une densification urbaine. Et il faut de l'assainissement, il faut de l'eau, il faut de l'électricité. Bon, de même, sur le foncier, le problème dans beaucoup de lieux, et c'était, je me souviens d'ailleurs, le cas de Kibera, par exemple, il y avait un problème de forte incertitude sur les droits fonciers. C'est-à-dire, tant que les droits fonciers apparaissent comme précaires, il est difficile d'emprunter et de s'engager. Donc, il y a vraiment ce problème de foncier. Et puis, donc ça, c'est un point sur lequel j'aimerais avoir l'avis des intervenants. Et puis, vous n'avez pas donné de chiffres sur le montant moyen de crédit. Je serais intéressé de savoir quelle est la fourchette ou quelle est la moyenne des prêts pour l'habitat qui sont... vous avez dit que c'était plus élevé que le prêt moyen pour la microfinance, mais sans donner de chiffres. Est-ce qu'on peut donner des chiffres rapidement, là, des moyennes? Environ 7 000 euros. Combien? De moyenne, 7 000 euros. En moyenne, 7 000 euros. 7 000 euros, oui. Par plusieurs tranches? Par plusieurs tranches. Donc, d'accord. C'est du revolving credit. Nelly Defoe? Non, j'aurais il faut que le monsieur précise. Est-ce qu'on parle de prêts aux individus? Parce que 7 000 euros, ça me semble énorme. Hein, parce que c'est pas ça que nous on fait. Hein. Et en date d'aujourd'hui, au Kenya, pour un prêt, je dirais 100 000 shillings, qui est l'équivalent de, je dirais quoi, 1 000 euros, si Isadora peut m'aider, je dirais 1 000 euros à peu près. Ce serait le prêt moyen, quoi, le plus gros que j'ai vu. Maintenant, plus on va monter vers les gens à plus gros revenus, plus ça va monter. Mais dans le secteur dans lequel on vise, là, 100 000 shillings qu'on donne à quelqu'un, je dirais, c'est ça, quoi. C'est ça le micro-prêt. Moi, je parle vraiment des gens de la base, hein. Pas des gens salariés à faible revenu. Là, je parle vraiment des gens du secteur informel. Donc moi, ce que j'ai vu en date d'aujourd'hui, hein, Isadora, je pense que tu as vu certains rapports qu'on a envoyés. On parle d'environ 1 500 euros, quoi.
Si vous me permettez Oui. de préciser ce que je viens de dire, c'est effectivement le marché, on le voit avec les CFE en Zambie, en Tanzanie, et c'est un marché qui s'adresse à la classe moyenne. Il y a une segmentation du marché qui s'est faite. Donc, au départ, on faisait des prêts beaucoup plus bas, de l'ordre de 2 ou 3 000 euros. Et progressivement, les prêts maximum ont augmenté. Donc, on est à 7 000 euros, mais on peut même aller au-delà de ça présentement. Donc, c'est une première segmentation vers le haut. Il y a eu aussi une segmentation vers le bas, c'est-à-dire que les gens qui étaient confortables avec la microfinance, qui avaient des plus petits projets, désiraient emprunter des sommes plus réduites, sont restés avec des tranches, sont demeurés avec des tranches de 1 000 à 2 000 de 1 500 à 2 000 euros maximum. Donc, effectivement, on a vraiment le marché qui se segmente dans deux directions différentes. Et les gens qui, justement, on disait tout à l'heure que les gens étaient moins confortables à avoir des prêts à long terme, bien, il y a un peu de changement aussi dans les mentalités. Donc, les gens maintenant regardent, la demande s'installe pour du 5 ans, du 6 ans ou du 7 ans, ce qu'on ne voyait pas là, quelques années. Là. Les autres interventions. Oui, messieurs. Oui, bonsoir, Moustapha Klech de l'Agence française de développement. Juste une question sur, parce qu'on parle beaucoup d'Afrique. Est-ce que dans d'autres géographies comme l'Amérique latine ou l'Asie, comment ça s'est passé en fait? Est-ce qu'on a pu, grâce à la microfinance, pu résoudre des problèmes de logement? C'est ça. Est-ce que l'Asie est en avance, notamment? Ou est-ce que, ou l'Amérique latine, que vous n'avez pas du tout mentionné, est-ce qu'on a des cas d'études, enfin des cas des retours d'expérience, ou peut-être où sont-ils de la microfinance dans le cas du logement? Ou est-ce que c'est plutôt la banque classique qui résout le problème de ces gens, surtout les gens de la base de la pyramide? Peut-être je laisserai François répondre sur l'Asie. Juste sur l'Amérique latine, je vais juste prendre l'exemple du Mexique, qui est un exemple intéressant, parce qu'au Mexique, il y a eu des programmes très subventionnés de construction de maisons individuelles. Il y a eu une grosse crise du secteur il y a 2 ans, parce que justement, c'était un programme très organisé, très soutenu, qui a été très consommateur de fonds publics, en partenariat avec des banques. Et en fait, petit à petit, ces maisons se sont avérées invivables parce qu'elles étaient excentrées, très compliquées à rallier, loin des centres économiques, etc. Et petit à petit, ce qu'on a vu, notamment avec un programme, il y a le programme CEMEX qui s'est développé, qui est un programme de microcrédit habitat pour justement rénover des logements. Et petit à petit, ce qu'on voit aussi, c'est une rénovation des centres urbains par des microcrédits. Donc en fait, les populations font le choix de rester dans les centres urbains et elles réhabilitent au moyen de microcrédits des logements. Donc elles augmentent, soit elles les montent ou elles rénovent des logements pour pouvoir rester dans les centres urbains, et elles utilisent des produits de microfinance pour faire ça. Donc en fait, il y avait eu tout un programme très ambitieux, puisque l'idée c'était que tout le monde puisse accéder à la propriété, sa maison individuelle, etc. Mais en fait, c'était trop loin des centres-villes, c'était trop compliqué. Et puis en plus, il y a eu un problème, les taux étaient variables, donc les ménages ne pouvaient plus rembourser les mensualités, etc. Et donc ils se sont tournés vers quelque chose qui est plus petit, moins ambitieux que d'avoir sa maison, mais finalement de rénover son logement, parce que les centres urbains avaient été assez délaissés et donc étaient dans des états, tu vois, les logements étaient quand même assez insalubres. Et donc, par des techniques, par des microcrédits, en fait, les centres urbains commencent à être rénovés et les populations se réapproprient les centres et financent ça par du microcrédit. Oui, beaucoup d'interventions dans la salle. Bonsoir, Olivier Bailly-Béchet du groupe de microfinance Advance. J'avais une question pour rebondir un peu sur la problématique foncière, qui me paraît en effet être un enjeu important. Il y a quand même très peu de gens, en tout cas dans les parties basses de la pyramide, qui disposent de titres fonciers juridiquement reconnus, qui ont une vraie valeur juridique. Donc ça ne permet pas vraiment de répondre aux besoins de la base de la pyramide. C'est à la fois des risques pour le client, mais aussi pour le prêteur. Donc comment ça s'est intégré un peu dans ces programmes de financement de l'habitat? Et ma deuxième question, c'était plutôt sur la formation. Donc qu'est-ce qui est fait comme dispositif d'accompagnement pour transférer le savoir-faire d'analyse d'un projet de construction
en interne à l'institution de microfinance pour que les agents de crédit soient en capacité d'analyser les projets, mais aussi éventuellement pour former les clients qui veulent construire par eux-mêmes ou alors des petites entreprises de BTP qui seraient les prestataires. Comment ça c'est intégré un peu dans la dynamique de projet de financement d'habitat? Peut-être je vais dire un mot sur la problématique foncière et ensuite peut-être François pour partager l'expérience sur l'Asie qui répondra à la fois à la question de Mustapha et à votre question. C'est évident que la question foncière est un vrai sujet. Et d'ailleurs, en fait, ce que voulait montrer cette pyramide, c'est qu'on n'est pas sur le bas de la pyramide, qui est une population qui en fait est largement subventionnée. Donc c'est soit des programmes ONG. Enfin, subventionné pas partout. Attendez, quand on est dans un pays où la moitié de la population vit avec moins $1 par jour, par exemple. Oui, mais ce sont plutôt des projets pour des ONG, en fait, parce que ces populations-là, elles n'ont pas les capacités de s'endetter auprès des IMF. Donc il faut quand même pouvoir accéder à un niveau de revenu de régularité qui vous permet d'accéder à un crédit. Donc déjà, vous êtes... par exemple, Habitat for Humanity a beaucoup de programmes à destination de ces populations-là. Et donc il y a une problématique foncière, mais il y a aussi une problématique de capacité en fait d'endettement. Mais c'est sûr que le foncier reste un vrai sujet et que peut-être Nelly voudra en dire un mot, mais c'est vrai que d'ailleurs elle veut dire un mot. Mais on vous passe la parole. En fait, dans Nelly. beaucoup de pays d'Afrique, il y a une prise de conscience qu'il faut effectivement traiter la question foncière, mais c'est très compliqué parce que même quand vous éditez des règles nationales, elles rentrent en compétition avec des règles coutumières et finalement les populations dont on parle, elles appliquent les règles coutumières. Donc c'est un peu comme ce que je disais sur la réglementation au Nigeria, c'est qu'il y a une belle réglementation, mais en fait en pratique c'est très compliqué de la mettre en pratique en fait. Donc, et là c'est un peu pareil sur les titres fonciers. Donc c'est pour ça que je disais que le titre foncier il est pris en garantie par l'institution de microfinance, mais il a finalement moins de valeur en termes de gestion du risque et qu'une garantie du voisinage en fait, parce que le titre foncier, mais en même temps ces personnes-là, au bout leur droit sur le sol, il est reconnu en fait. Enfin, en tout cas, oui et non, mais c'est sûr que c'est vraiment un sujet. Oui. De toute façon, quand on parle d'habitat, le foncier est Nelly un vrai Defoe sujet. sur le foncier. Ensuite, on fait un détour par l'Asie avec François Perrault, parce que c'est vrai qu'on n'a pas répondu, vous avez raison, une partie de la question. Et ensuite, on redonne absolument la parole à la salle. Il y a énormément d'interventions qui attendent. Nelly Defoe, rapidement, pour vos interventions du côté des intervenants. Moi, je voulais simplement dire que pour le foncier, en fait, les États sont conscients que c'est un réel problème, premièrement, de mise à disposition, et deuxièmement, en fait, de mettre en place ce qu'on appelle le registre foncier. Donc, vous allez voir, par exemple, en Afrique de l'Est, dans les 5 pays qui connaissent ça, ils sont tous en train d'électroniser, et ça inclut même les Kibera. Il y a quelqu'un qui a évoqué Kibera, il y a des parties de Kibera qui commencent à être sélectionnées et puis enregistrées. Donc, c'est un travail de très longue haleine. Et je pense que les bailleurs de fonds internationaux ont compris, je pense particulièrement à la Banque mondiale par exemple, qui a commencé vraiment à donner un support conséquent aux États pour le faire. Donc maintenant, ça prend du temps, mais je pense que c'est une problématique qu'on est en train d'adresser progressivement. Mais pour ce qui est de la disponibilité de ces terrains-là, moi je ne crois pas, quand on entend les gens dire qu'il n'y a pas de terrain en Afrique, ça c'est pas vrai. Je suis d'avis que les terrains sont là. C'est simplement effectivement la répartition juste de ces terrains-là. Mais comme je dis, tout ça en fait c'est une question de temps. Et moi ce que j'ai pu voir sur le terrain en date d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des progrès énormes pour que le problème du foncier soit régularisé. Pour finir en fait sur le point d'Isadora, je suis d'accord avec toi. La plupart des institutions financières de microfinance avec qui je travaille, en fait ne prennent pas le terrain comme garantie. La garantie, c'est vraiment la personne. Et ce que je voulais dire en fait avant, c'est que l'analyse crédit se fait pas au bureau et ça se fait pas sur la base d'un papier qu'on a reçu du registre foncier. Ce qu'on fait, c'est qu'on va voir où le client vit, où ses parents vivent et tous les types de garanties qu'on peut prendre, y compris son lit. Vous comprenez? Donc c'est vraiment une analyse crédit qui est un peu différente de ce qu'on fait, ce que font les banques. Le titre foncier, ce n'est qu'un accessoire qu'on a en dernier ressort. Mais il est très rare que vous allez voir une institution de microfinance aller en justice pour faire un recouvrement sur le cadre du titre. Donc voilà. Précision donc sur l'Asie. Où est-ce que vous en êtes ? Alors, sur l'Asie, il y a également des microcrédits logements qui existent. Il y a des fortes disparités en fait, entre pays, à l'intérieur même des pays. Si je prends l'exemple des Philippines, il y a une grande banque de microfinance qui s'appelle TSPI qui en fait 5000 par an,
avec laquelle on travaille et qui est déjà à une bonne échelle. Si vous allez en Indonésie, qui est pourtant pas si loin, vous avez des disparités entre régions. Nord Sumatra, absolument quasiment pas de banque de microfinance d'une taille suffisante pour pouvoir en proposer. Vous allez sur Java, vous allez trouver des institutions qui vont pouvoir en proposer. Donc c'est vraiment très très local et très historique en plus. Sur le cas de l'Indonésie, l'Indonésie a une grande banque qui s'appelle BRI, qui est le résultat d'une longue histoire, qui propose des microcrédits logements et du coup empêche un peu le reste du secteur d'exister d'une certaine façon. Donc en fait, tout ça, c'est un peu l'accumulation de l'histoire et des spécificités géographiques. On pourrait parler de l'Inde, c'est également la même chose. Donc oui, ça existe, avec des disparités fortes au sein même des pays. D'autres interventions dans la salle. Ouh là là, il y a énormément de mains qui se lèvent. Vous êtes victime de votre succès, donc oui, monsieur. On vous apporte le micro. Merci. Je suis Oumar Kamara de l'association ADER, Association pour le développement économique régional, qui est une ONG qui intervient beaucoup en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali et au Sénégal, sur le sujet de l'habitat. Alors nous, on fait plutôt du renforcement de capacité, mais je vais rebondir sur une petite discussion qu'il y a eu tout à l'heure concernant les matériaux de construction. C'est-à-dire que nous, on intervient d'abord dans du renforcement de capacité, mais à côté de ça, dans le projet, il est quand même inclus une partie réalisation de bâtiments pilotes. C'est-à-dire on essaie de mettre en œuvre, de construire des bâtiments qui sont construits en briques de terre compressées ou briques de terre stabilisées. Et c'est pas pour dire à la population, regardez, on sait construire des maisons, on vient vous montrer comment faire parce que vous savez pas comment faire. Mais c'est pour leur montrer qu'il y a d'autres moyens de construire qui peuvent s'avérer être moins chers, qui peut être à la fois joli et confortable. Alors, est-ce qu'ils rentrent, ils voient la maison, ils ressortent, ils disent on veut du ciment, comme nous le disait Nelly Defoe, ou pas? Non, pas du tout. Quand ils rentrent dans la maison et qu'ils voient et qu'ils ressortent, ils sont très enthousiastes. Ils nous disent clairement, je veux une maison comme ça. C'est ça la différence. Donc c'est exactement le but de ces maisons-là. Le but de ces maisons-là, c'est pas des maisons qu'on a construites en disant, ça appartient à tel groupe et personne ne peut rentrer. C'est justement des maisons qu'on a fait pour que les gens, les coopérateurs, parce que nous on travaille avec les coopératives d'habitat, pour que les coopérateurs puissent venir voir la maison, se faire une idée par eux-mêmes de ce que ça représente et qu'ils puissent décider s'ils adoptent cette pratique-là ou pas au final. C'est ça la question. En termes d'accessibilité financière, là, c'est quoi le gain pour ces gens-là d'adopter une maison avec des briques de terre compressées? C'est que ça peut être un gain qui est relativement considérable quand même comparé à une maison du même type construite en béton. Oui, mais vous ne répondez pas avec un chiffre. Ça dépend des constructions. Parce qu'il y a différents plans. Mais en fait. Quand les populations ressortent et disent « je veux une maison comme celle-là », c'est parce qu'elles sont séduites par la construction elle-même ou elles sont séduites par le montage financier qu'il y a derrière? Non, elles sont plutôt ça va coûter tant en moins par rapport à la maison de mon voisin. Non, elles sont séduites par la technique de la maison. François Perrault. La technique que vous avez appelée BTC ou briques de terre stabilisées ou compressées, c'est un mélange de terre, de sable et de ciment. Oui, tout à fait. Que vous fabriquez aussi? C'est en fait cette technologie qu'on est en train de développer le plus possible. Parce qu'en fait, c'est une belle façon à la fois de faire une brique qui ressemble à une brique cuite, sans avoir les inconvénients en termes d'émissions de CO2, et le tout étant moins cher. Ça varie d'un pays à l'autre, donc pour ça que ce n'est pas forcément utile de donner des chiffres, mais c'est une technologie qu'on essaie de pousser dans 5 pays à l'heure actuelle. D'accord. Oui, voilà. Juste un petit point quand même. Les constructions avec la brique de terre compressée en ce moment est à peu près, à un coût équivalent aux maisons en béton, mais un peu moindre, parce que justement, il y a un problème de filière. De fabrication de ces briques-là. Alors nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de favoriser la création d'entreprises locales ou alors même qu'il y ait des coopératives de fabrication de ces briques-là pour réduire encore plus le coût. Et justement, vous posiez une question tout à l'heure là concernant l'effet sur l'émission des gaz à effet de serre. Mais quand on a commencé la construction de notre première maison pilote au Sénégal, c'était des briques de terre compressées qu'on faisait venir d'une ville à côté. Bon, c'est pas très loin, mais ça a quand même un impact. Et là, l'idée sur laquelle on travaille, c'est justement de pouvoir construire, de trouver un moyen de favoriser la création de ces briques-là sur place, sur site même,
Sur le site des constructions sur et le des site besoins. Des constructions. Sur le site des constructions, ce qui va relativement réduire le coût de ces briques-là et qui va permettre en même temps de favoriser la création d'emplois pour les gens avec qui on travaille. Donc le point, juste ça c'était un exemple pour en revenir au débat qu'il y a eu tout à l'heure. Et j'aimerais quand même revenir aux questions du financement. Parce que tout à l'heure, Madame a dit que les financements, les microfinancements étaient effectués avec des titres, parfois des titres coutumiers ou même des titres officiels. Mais le problème, c'est que nous, justement, quand on a appuyé les coopératives, parce que je suis désolé, je n'ai pas bien détaillé le rôle qu'on a avec les coopératives, c'est que les coopératives d'habitat sont là pour permettre à leurs membres d'accéder à un logement décent et à moindre coût. Alors nous, on intervient pour les aider sur le plan de renforcement de capacité, on les aide pour qu'ils puissent être mieux organisés, pour qu'ils puissent mener un bon plaidoyer au niveau de leur autorité locale. Alors, quand on a apporté cette aide-là, ça fait 3 ans que le projet existe. Hein. C'est d'ailleurs financé par l'AFD, soit dit en passant. Et voilà, le projet existe depuis 3 ans. Donc, on a des coopératives qui ont quand même réussi à avoir accès à des terrains. Mais maintenant qu'ils ont accès à des terrains, le problème, c'est d'arriver à construire leur maison. Parce que les gens n'ont pas les mêmes capacités financières. Dans une coopérative, on peut trouver des enseignants qui font partie de la classe moyenne. On peut également trouver des commerçantes. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir accès même à un programme de microfinance. Oui, voilà, c'est ça le problème. Mais par contre... Ils sont là, quoi, ils sont en bas. Oui. Oui, nous on combine les deux en fait. On a des populations à revenus modestes et on a des populations à très très faibles revenus. Ça combine les deux. Alors le problème auquel on a été confronté au début, c'est que toutes les institutions financières auxquelles on s'adressait nous demandaient aux coopérateurs d'avoir des titres fonciers. Alors, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a un énorme problème de titres précaires en fait, ou pas de titres du tout en fait. Donc, on a été confronté à cela. C'était c'était casse-tête de savoir comment faire avec les institutions pour arriver à s'en sortir. Mais maintenant, la question que je pose, c'est est-ce que vous ne pensez pas que dans les projets de microfinance que vous réalisez dans des pays comme le Nigeria, par exemple, au lieu de s'adresser à des individus directement, vous pourriez peut-être essayer de travailler avec des groupements de la société civile comme les coopératives d'habitat, pour que les gens puissent à un moment donné minimiser les risques en mutualisant leurs moyens, en étant un peu plus solidaires. Et donc avoir accès davantage à du crédit pour construire une fois qu'elles ont un terrain. Oui, voilà, tout à fait. On va vous répondre, mais peut-être d'autres interventions, vous êtes très nombreux. Oui, madame. Alors, il y a 2 dames là. Merci beaucoup, merci pour toutes ces informations. Ça marche, mais il faut parler bien près du micro. J'ai dit merci beaucoup pour toute cette masse d'informations et pour avoir eu l'initiative d'organiser cette conférence sur un sujet qui est très pertinent actuellement. Moi, je m'appelle Salah Khadija, je suis en formation à l'IRIS et je suis dans un groupe qui travaille actuellement sur un projet avec l'association Voûte Nubienne. On réfléchit. Notre thème de travail, c'est exactement le thème de la conférence, c'est l'accès de la population vulnérable à l'habitat. Donc le problème de l'habitat, c'est un problème, le fait d'aspirer à un habitat, c'est quand même une étape vers une étape plus importante vers le bien-être de tout être humain. Et quand on sait que ces populations vulnérables, ils ont face à beaucoup de problématiques. Ce que je veux dire, c'est que le problème de l'habitat, la problématique de l'habitat est une problématique qui s'insère de manière générale dans un vaste problématique de pauvreté. Et la question, elle est différente si on est en milieu urbain ou on est en milieu rural. Et de manière générale, et je parle beaucoup plus peut-être de l'Afrique, que je connais un peu mieux, la population rurale est beaucoup plus importante que la population urbaine pour certains pays. Je ne parle pas peut-être du Nigeria, que je ne connais pas très bien, mais quand on prend par exemple un pays comme le Burkina... Vous avez raison, c'est vrai, on parle tout le temps de la croissance urbaine, mais pour le moment, vous avez raison. Voilà, et là, l'association, ce qui est très intéressant, c'est que l'association Voûte Nubienne a développé d'abord une technique qui est vraiment bien adaptée.
et qui a un moindre coût et qui fait participer aussi la population dans le système de construction. Donc là, du coup, toutes ces questions, la maison ne me plaît pas, ça ne fait pas partie, tout ça, c'est résolu parce qu'ils forment des maçons localement et la personne qui bénéficie de cet habitat amène une contribution en nature. Donc il travaille en tant qu'ouvrier, en tant que maçon, donc il apprend aussi. Et c'est vraiment une approche très, très intéressante. On est sur une chaîne participative, en fait. Voilà, une participative et accessible aussi. Et les matériaux sont sur place, etc. Bon, peut-être la seule limite, c'est que c'est un matériau bien spécifique. Il faut de l'argile et une certaine qualité d'argile, donc qui peut-être ne pas être trouvé ailleurs, pas partout. Mais qu'on peut trouver abondamment, par exemple, au Burkina Faso. Donc, c'est une technique qui est tellement... ça marché qu'il y a une très forte demande de la part de la population pour pouvoir, sur le plan de la mentalité et tout ça, je crois que c'est acquis parce qu'ils ont aussi mis en place des architectes qui ont beaucoup travaillé sur le plan architectural et tout ça. Et ils ont développé des modèles pour les villes et aussi pour les campagnes. D'accord. Donc, ce que je voudrais aborder, c'est vraiment... Rapidement, parce qu'il y a encore des interventions. Hein. Oui, la question foncière, c'est une question très, très importante. Parce qu'avec la croissance démographique, il y aura une très forte pression sur les terres de plus en plus. Ça, on en a parlé déjà quand même pas mal. Je sais, mais quand on dit qu'il y a un conflit entre la législation coutumière et la législation moderne, le problème, c'est parce que, pas tellement en fait en termes de mentalité, mais c'est surtout aussi en termes de coûts. Quand on peut très bien, avec la sensibilisation, parce qu'il faut aussi la sensibilisation. Je veux dire que la démarche pour accéder à un titre foncier en législation, je veux dire, occidentale, en fait, coûte beaucoup plus cher que quand on veut avoir son titre coutumier, bien sûr. Il faut payer des taxes. D'où la nécessité aussi de faire un plaidoyer. Il faut aussi qu'il y ait un travail au niveau du pouvoir public pour qu'il allège un peu les taxes pour les populations vulnérables. Ça, c'est de l'autre côté, c'est aussi la question, le crédit pour l'habitat, pour financer l'habitat, a été toujours partout lié au revenu. Si on n'a pas un revenu stable, que ce soit en ville ou en campagne, c'est impossible de pouvoir prendre un crédit. On va le rembourser, c'est très logique. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi sur comment accompagner les populations pour améliorer leurs revenus? Parce que si on veut développer des programmes pour pouvoir, surtout pour aller en échelle, pour rendre accessible massivement aux populations cette étape de bien-être, il faut absolument qu'on réfléchisse aussi. Bon, alors là, on touche à toute la chaîne de développement. Hein. Il faut qu'on reste toute la nuit ensemble. Mais en tout cas, vous avez raison de soulever notamment le problème de l'instabilité des revenus. Effectivement, quand on ne prête plus à des petits fonctionnaires ou à des commerçants qui, globalement, l'argent rentre régulièrement, même des tout petits commerçants, mais qu'on est face à des manœuvres, à des gens qui travaillent comme ça au jour le jour, etc., ces gens-là, est-ce qu'ils sont automatiquement exclus de la microfinance pour leur habitat ou pas? C'est un peu ce que représente la pyramide derrière moi, en fait. C'est que pour qu'un ménage ait accès à un crédit, il faut effectivement qu'il ait des revenus, même si c'est des revenus informels, mais que ce soit des revenus qui soient suffisamment réguliers pour qu'on puisse, au moment de l'analyse de crédit, être certain que le crédit va être remboursé, parce que c'est quand même le métier d'une institution de microfinance, c'est de prêter de l'argent. Donc les populations dont vous parlez là, qui sont des populations qui n'ont effectivement pas ce revenu-là, elles sont plutôt appréhendées soit par des programmes publics de logement social, très subventionnés, ou voilà, ça dépend, soit par des ONG comme Habitat for Humanity ou d'autres programmes, où là, ce sont à travers des subventions, en fait... ou des programmes comme avec la voûte nubienne, où ce sont des programmes plutôt subventionnés ONG. Donc, François Perrault, Nelly Defoe, et puis d'autres questions encore dans la salle. Très court sur le profil en fait des emprunteurs pour essayer de mettre des profils de gens derrière les microcrédits. On a étudié de façon très précise les 100 premiers microcrédits qu'on a réalisés en Indonésie, dont je vous parlais au tout début de mon intervention. En fait, quand on regarde le spectre de personnes que l'on arrive à couvrir, ça va en fait, le plus petit revenu qu'on arrive à couvrir, c'est la personne qui vend des journaux de façon ambulante. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas un magasin,
mais elle en vend tous les jours. Donc il y a quand même une certaine stabilité. Ça va ensuite jusqu'à des fonctionnaires qui ne sont pas payés beaucoup, hein, donc ce n'est pas non plus des classes aisées. Mais ça couvre un peu ça. C'est quand même une personne qui va avoir une activité récurrente et relativement stable. Et là, ensuite, voilà le début du spectre. C'est bien, cette précision, effectivement, est très concrète. Oui, Nelly Defoe. Bon, alors là, on a une troisième... les gens à revenus informels, donc effectivement un peu irrégulier, c'est là que le mouvement des coopératives en fait est intéressant. Et on a vu le cas au Kenya où des gens se sont regroupés ensemble, ils vivent dans le même quartier, ils ont peut-être, ils travaillent dans le même marché, ok. Dans le marché, il y en a qui vendent du thé, d'autres qui vendent autre chose, dont les revenus ne sont pas nécessairement réguliers. Mais parce qu'ils sont en association, parce qu'ils se sont regroupés, l'institution a accepté de prendre le risque. Ok, donc nous on a supporté cette coopérative. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'ils ont un système de contrôle et un système de garantie qui fonctionne. Donc on n'a pas pris le terrain en garantie, on a pris plutôt leur cotisation en garantie, ainsi que les cross-garanties, si je puis m'exprimer comme ça en anglais, entre les différents membres. Donc si l'un est en défaut, l'autre doit automatiquement prendre la facture. Donc ça fonctionne très bien au Kenya. Et j'ai vu au Cameroun, on est en train de faire la même chose. Ça répond d'ailleurs à une intervention dans la salle. Hein. Merci Nelly Defoe d'avoir donné cet exemple effectivement au Kenya, parce que c'est une solution intéressante pour les remboursements, justement pour ces populations à revenus un peu limites. Hein? Bien quand ils sont organisés, quoi. Mais ça fonctionne très bien quand ils sont organisés. Mais c'est sûr que si un individu n'a pas de revenus réguliers, écoute, les banques ne sont pas dans la charité, hein, elles sont là pour faire de l'argent. D'accord. D'autres interventions dans la salle? Oh là, oui, ils sont très nombreux. Là. Oui, monsieur... Non, madame qui attendait là derrière. Voilà. Non, attendez. Bonsoir, je m'appelle Luisa Venancio, je suis architecte chez Architecture et Développement. C'est une association de solidarité internationale qui accompagne, fait un travail d'architecture pour plusieurs projets autour du monde. Et du coup, j'ai une question, c'est bien qu'on a touché le sujet de coopérative, c'était justement sur ça. Parce qu'on a un projet d'essai qu'on est en train de suivre en ce moment. Et je voulais savoir comment ça marche exactement, un peu plus de précision de comment ça se fait, de quel type de garantie qui marche pour les coopératives, comment vous avez touché dans la question des prêts d'un terrain, vous avez parlé des montants que c'est différent, est-ce que ça marche vraiment pour les microcrédits ou on allait parler plutôt des banques traditionnelles? Je ne sais pas si je parle très clairement. Alors attendez, on va prendre déjà 2-3 interventions dans la salle et ensuite on garde un peu de temps pour vous répondre parce que là vous avez une question très technique. Est-ce qu'il y a d'autres interventions et vraiment des interventions courtes, s'il vous plaît. Monsieur qui attend depuis un moment au premier rang, je vous prie de m'excuser. Le micro arrive tout de suite. Après, si vous êtes sur des questions très techniques, vous allez pouvoir discuter à la sortie de la salle, si ça nécessite du temps. Monsieur. Oui, bonsoir. Christian Wetz de WI Finance. J'interviens dans les développements de projets, surtout en Afrique de l'Ouest. Une remarque. J'ai l'impression, en écoutant bien le très beau panel des 3 membres, moi je crois qu'on pourrait changer le titre. La banque traditionnelle peut-elle financer l'habitat? Parce que j'ai un peu perdu de vue, alors que je connais très bien Dujardin. J'ai travaillé 5 ans en Haïti, vous êtes très très présent. Je ne vois pas plus très bien au bout des 2 heures la différence avec un certain nombre de critères de la banque traditionnelle. Quand je vous écoute, je me dis, mais c'est le banquier traditionnel qui est là en face. Bon, vous voulez dire que la microfinance sont bourgeoise? Non, alors... vous avez une façon très journalistique, je dirais, mais ce qui est normal. Non, je dirais, est-ce que c'est l'histoire de la microfinance qui a été très dure ces 15 dernières années qui fait que les microfinanceurs prennent plus de précautions? Est-ce que c'est l'habitat qui vous transforme et qui fait donc que vous vous comportez
comme des banquiers traditionnels, premier commentaire. Deuxième commentaire, comme au panel, on a la chance d'avoir une femme, en sortant là, on a Nelly, deux, excusez-moi. Comme on en a deux, voire trois avec les journalistes qui interviennent énormément, sortant du... Non, c'est un compliment. Sortant du salon de l'agriculture et de beaucoup de forums, il y a un des gros problèmes qu'on trouve en Afrique, comme vous savez, c'est que la femme, si jamais il y a un conflit familial, elle perd la terre, elle perd la maison, alors que souvent elle a participé, elle n'a aucune protection. Donc, et si elle est veuve aussi même sans conflit, si elle est veuve, c'est la même chose aussi, si elle perd son mari. Oui, mais enfin, si elle est expulsée aussi. Quid. D'accord. D'autres interventions? Non, mais vous avez posé effectivement une question intéressante sur la microfinance après des années difficiles. Les autres interventions, rapidement, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Oui, le micro arrive. Oui, bonjour, Aude Schaeffer de l'association ADER de mon collègue et je représente également le RIED. Donc on travaille effectivement sur les coopératives d'habitat au Sénégal, au Mali. Je voulais revenir sur la question des services publics, de l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement, parce qu'on peut financer et construire des super maisons très adaptées aux besoins, mais si on n'a pas d'assainissement, pas d'eau, un jour ça redeviendra également des bidonvilles ou des quartiers précaires. Donc je voulais savoir ce qu'il en était de vos projets par rapport à cet accès aux services publics, au transport aussi, parce qu'il faut que les gens aillent travailler. Nous, on a eu beaucoup de problèmes là-dessus, effectivement, les difficultés parce que ça représente des investissements énormes pour les États, mais en même temps, il va bien falloir les faire si on veut que les populations se développent. Et je voulais savoir s'il y avait des réflexions en cours pour des systèmes alternatifs de financement et des systèmes décentralisés, par exemple avec le solaire, avec des bornes fontaines d'eau et des financements adaptés à ces systèmes décentralisés. Bon, vous soulevez là des questions quand même lourdes. Je voudrais qu'on laisse quelques minutes aux intervenants pour répondre et ensuite qu'on arrive à la conclusion. Et bien sûr, vous pouvez encore continuer le débat à la sortie de la salle. Et évidemment, il faudra qu'on refasse un débat sur le même sujet. Isadore Abigourdan, peut-être François Perrault. Alors, vous voulez commencer par quoi? Oui, bien sûr, Ghislain Auger. Alors, oui. Sur l'embourgeoisement de la microfinance. L'embourgeoisement de la microfinance, un grand débat, effectivement. En fait, une institution de microfinance, on ne l'appelle pas banque, mais elle gère les mêmes fonctions. C'est-à-dire qu'elle doit croître, elle doit gérer son risque, elle doit aussi satisfaire ses clients et elle doit aussi être profitable ou rentable jusqu'à un certain point. Donc, elle doit gérer ces 4 aspects-là de sa vie. Donc, et c'est normal que ces institutions-là, finalement, vont se poser des questions sur son niveau de risque, son niveau de croissance et la satisfaction de la clientèle, comme je disais tout à l'heure. Donc, oui, il y a une certaine convergence qui se fait avec les mêmes questions qu'un gestionnaire de banque se pose. Toutefois, les façons de réagir aux problèmes vont être différentes. Mais on parle quand même de capacité de remboursement. Parce que mais par exemple, façon de réagir différente, quoi? Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui? En quoi vous êtes, entre guillemets, plus accessible? Regardez, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. En Zambie, on voulait faire du micro-mortgage. Et on trouvait que les façons de faire prenaient énormément de temps, étaient très, 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 très chères. Donc, on parlait de 6 à 7 semaines d'avoir un titre de garantie ou même un contrat. Et on s'est assis on a fait une cartographie, finalement, des partenaires. Et on a réfléchi avec certains partenaires. Et maintenant, on réalise en 10 jours ce qu'on faisait auparavant en 6 semaines. Et c'est pas quelque chose qui est fait par un ingénieur en astronautique. C'est vraiment quelque chose de très basique. Et on a beaucoup réduit le coût et le temps. Donc, on avait la même problématique ou la même pensée stratégique qu'une banque, mais on
on a pris le problème différemment. Et donc, c'est un exemple très concret. Sur le problème des infrastructures, là, autour de ces maisons qui naissent grâce à des bonnes solutions de financement, peut-être rapidement, ensuite on arrive à vos recommandations pour la conclusion. François Perrault. Un petit mot sur l'aspect assainissement pour donner une illustration. Aux Philippines, la banque microfinance avec laquelle on travaille a couplé en fait le microcrédit habitat avec du microcrédit pour des solutions de toilettes. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une offre autour des toilettes avec des fosses septiques particulières qu'on a retravaillées, etc. Pour qu'en fait, quand les personnes prennent un microcrédit habitat, ça soit un microcrédit bien spécifique avec une offre pour des toilettes, ce qui est un élément extrêmement important. En fait, c'est la pièce en plus. Donc, dans pas mal de cas, ce sont des toilettes que les gens veulent construire. En fait. Et c'est là que, du coup, on les accompagne sur cette solution-là.